Alors, sneaker, basket, quel que soit le nom qu'on lui donne de part et d'autre du Bronx et de l'Atlantique, cette tatane mondialisée entre pour la première fois au musée et nous avons le plaisir d'accueillir Constance Rubini, bonsoir, la commissaire de l'exposition Playground, le design des sneakers, une exposition qui a lieu en ce moment au musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux et jusqu'au mois de janvier 2021. Bonsoir donc, je constate à travers la table transparente que vous n'avez absolument pas de sneakers aux pieds, mais des sandales. Il fait trop chaud. Il faut bien qu'il y ait une personne qui n'ait pas de sneakers. Je suis la seule au monde. Vous êtes la seule au monde? Non, vous n'êtes pas la seule au monde, mais effectivement, la sneaker a envahi les pieds de la planète. Ouais. 47% de chaussures, du nombre de chaussures vendues dans le monde sont des sneakers, Constance Rubini. C'est énorme. C'est ça, c'est gigantesque. Ouais. Et ça va en s'accroissant, bien sûr, d'année en année. C'est presque un phénomène de société. Alors, c'est un phénomène de société. Et pour le montrer et l'attester, vous avez choisi de remonter à l'origine de la sneaker, de la basket, comme on dit. 1900 par là? Oui, milieu du 19e siècle, et puis aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et puis chez nous, en Europe, plutôt oui, au début du 20e siècle. À qui servaient-elles et qui les portait, ces baskets, au début du siècle? Au départ, c'est vraiment des sportifs. Ouais. C'est des sportifs parce que quand on réussit à maîtriser le caoutchouc, à utiliser le caoutchouc industriellement, très rapidement, on comprend que ça va être plus sympathique qu'une semelle de cuir, c'est plus économique et c'est plus souple. Plus léger. Et c'est plus léger, c'est plus facile à porter. Et au départ, c'est bien sûr les sportifs. Et avec l'aura des sportifs, les gens se projettent, les marques font des paires signatures pour évidemment partager le succès des grands sportifs, des grands athlètes. Et c'est comme ça que les sneakers deviennent petit à petit de plus en plus populaires et que les gens rêvent d'avoir les mêmes paires de sneakers que les athlètes qu'ils connaissent et qu'ils admirent. Oui. Dites-moi, combien de paires de chaussures, de sneakers exposez-vous au MAD de Bordeaux? À peu près, que je ne vous dise pas de bêtises. Plus de 400, hein, oui, je crois. Oui, c'est ça. Oui, plus de 400 500, je crois. D'accord. Et parmi lesquels, des objets inouïs. Absolument. D'une préciosité incroyable. Oui. Par exemple... Oui. Alors, il y a différentes raisons de préciosité. Il y a des paires, par exemple, qui ont appartenu à des sportifs incroyables. Steffi Graf. Oui, le roi Pelé, on se souvient du roi Pelé. Griezmann, les chaussures du boxeur Mohamed Ali, qu'on voit là. Pas rien. Bon, bien sûr, les Air Jordan, les premières Air Jordan. Alors ça, c'est vraiment le comble. Enfin, c'est mythique. C'est mythique. Ce sont les premières Air Jordan. Ce ne sont pas celles qui ont été vendues au mois de mai dernier par Christie's, 560 000 $, ce qui en fait la paire de sneakers la plus chère du monde. Absolument. Et puis oui, voilà, la plus chère du monde, incroyable. Celle-ci avait été portée par Jordan lui-même. Donc évidemment, on touche la l'aura d'un prince. Donc, à propos de ces chaussures qui sont des emblèmes culturels et qui ont été des emblèmes culturels dans les années 70, de quoi? D'une rébellion anti-bourgeois aussi? C'est ça. Pour une jeune génération, pour la jeunesse? Oui, pour tous ceux en fait qui voulaient s'inscrire un peu dans les marges de la société, oui, d'une certaine bourgeoisie. Donc c'était à la fois les danseurs, la postmoderne danse par exemple. Yvonne Rainer, elle met des sneakers dans ses premières pièces dans les années 60. Maurice Béjart aussi, à Avignon en 68, ils ont des sneakers aux pieds parce que c'est une manière d'être en rupture avec la danse classique. Et puis Mick Jagger se marie en sneakers. Absolument, il y a une photo absolument magnifique. Absolument. Oui. Aujourd'hui, on voit ça, on se dit, bon, il s'est marié en sneakers. Normal. Mais non, c'était vraiment un signe rock'n'roll de se marier en sneakers dans les années 70. Donc en fait, c'est ça. C'est porter des sneakers dans les années 70, quand on n'est pas sur un terrain de sport, c'est être rock'n'roll, c'est être en rupture avec les codes bourgeois. Alors qu'aujourd'hui, c'est être mainstream. Super mainstream. Est-ce qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui des endroits où on ne peut pas mettre des baskets? Je crois pas. Ça n'existe plus? Je crois pas. On s'est amusé à vraiment répertorier beaucoup d'images en préparant l'exposition. Les hommes politiques, tout le monde. Dans l'exposition, il y a des photos de Lady Di en voyage officiel, en sneakers. Enfin, le pape, peut-être, non? Oui, peut-être au Vatican. Il faudrait bouger un peu la robe. Ou à Médine, ou éventuellement à Médine, en Arabie Saoudite. Je pense que le pape, il a besoin de confort quand il se déplace. Et il y a plein de personnes d'une génération qui n'auraient jamais osé porter des sneakers et qui les portent aujourd'hui parce qu'elles disent mais c'est hyper confortable. Constance Rubini, on découvre qu'il y a une bourse d'échange, enfin pas d'échange, de vente, qui s'appelle StockX, à travers laquelle des millions de gens de par le monde échangent, s'achètent des paires de sneakers à des prix absolument démentiels. C'est-à-dire, ça fait partie du capitalisme, une espèce de capitalisme. Ça éclaire totalement Alexis Poulain. Non, mais j'y reviendrai, mais parce que c'est vrai que c'est symptomatique de l'époque où tout est marketing. Parce que ces chaussures, elles sont faites, parfois ça a été pointé du doigt par des enfants, enfin il y a des conditions de travail terribles dans la façon dont c'est fait, et aujourd'hui elles sont vendues des milliers d'euros.
Pas toutes. Truc quand même, pas toutes, mais certains modèles, où c'est devenu un objet de pop culture, mais il y a quand même un vrai problème de fond sur la façon dont ces choses-là sont arrivées, à la fois sur le prix écologique. Alors maintenant, il y a des baskets écolo, mais... Alors, en fait, c'est un des paradoxes qui nous intéresse dans l'exposition, c'est que ces chaussures-là, elles peuvent valoir, comme vous dites, beaucoup d'argent, mais on peut aussi acheter une paire de Converse à 70 € aujourd'hui. Et c'est vraiment la Converse, la basket, je veux dire la basket plutôt, c'est le petit pain au chocolat ou le lingot d'or. Ça, c'est incroyable, il y a très peu d'objets qui ont ces deux facettes comme ça, c'est fou. Une dernière question, Constance Rubini. Une section de l'exposition s'intéresse à l'avenir. En tout cas, vous parliez d'écologie, matériaux recyclés, des sneakers fabriqués avec des algues, et puis un fabricant dont je ne dirai pas le nom a inventé la loupe. Et là, on est carrément dans la boucle, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que vous renvoyez au fabricant votre chaussure, elle est broyée et une nouvelle chaussure est faite et vous en rachetez une, et c'est l'éternel retour, sans utilisation, sans intrants nouveaux, quoi, en termes de matériaux. Ça, c'est la question qu'on pose dans la dernière partie de l'exposition. C'est un grand espace que le scénographe Mathieu Lehanner a aménagé un peu comme un workshop pour montrer que vraiment c'est une chose qui est en train de se fabriquer et sur lesquelles toutes les marques réfléchissent aujourd'hui. Comment on fabrique une paire de sneakers éthiques ? En tout cas pour la planète. Enfin, réponse. Il y en a plein de réponses. Voilà. Réponse dans l'exposition. Je précise que le catalogue est absolument magnifique. Le voilà. Il va être vendu. Alors là, il y a un marché noir déjà dans la rédaction pour ce catalogue. Sneakers, le design des sneakers, Playground, le design des sneakers. Constance Rubini, merci infiniment. L'exposition est jusqu'à janvier 2021.